Vous avez coupé les ponts avec vos parents? Quel a été le déclic? Ma mère a emmené l'homme qui m'a détruite à mon rendez-vous chez la gynéco, juste pour qu'il puisse écouter le cœur de son arrière-petit-fils. Ensuite, elle m'a rayé de sa vie parce que j'ai refusé de donner son nom à mon bébé. Le lendemain, elle a fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance, prétendant que je sombrais dans la psychose prénatale, et a même tenté d'embarquer mon nouveau-né depuis ma chambre d'hôpital. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a lancé un sourire glacial et m'a répondu « Parce que tu ne le mérites pas ». Je suis restée muette. Je savais au fond de moi que c'était le moment de tout envoyer valser. Il avait toujours été évident que ma mère ne m'aimait pas, mais c'est seulement en tombant enceinte que j'en ai eu la preuve irréfutable. Elle ne pensait qu'à ce que mon bébé porte le nom de Papy Gérald. Pour elle, c'était un brave homme, mais pour moi, il représentait mes pires cauchemars d'enfant. C'était lui qui me claquait dans un placard jusqu'à ce que je m'urine dessus, qui me laissait affamer et qui riait en me voyant supplier pour un bout de pain, lui qui m'a volé mon enfance. Et ce n'est pas comme si ma mère l'ignorait. Elle savait, mais s'en fichait. C'est comme ça qu'on élevait les enfants à son époque, disait-elle. Alors, quand elle m'a encore une fois réclamé ce prénom, j'ai répondu non, d'un ton sans appel, espérant qu'elle finirait par comprendre, mais rien n'y a fait. J'ai vu la colère monter sur son visage. « Tu es égoïste, il est en train de mourir », a-t-elle lâché. J'ai levé les yeux au ciel. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle me jouait la carte du « il est mourant ». Maman, le prénom est déjà choisi, il s'appellera Lucas. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu n'as aucune reconnaissance. Elle a balayé la pièce du regard, consciente de la présence des invités, et a ravalé sa rage. On en reparlera plus tard. Et ce plus tard s'est transformé en 3 semaines de harcèlement. Des tantes qui débarquaient à mon boulot, des cousins qui m'inondèrent de messages pour me faire culpabiliser, mon père qui s'arrangeait pour venir chez moi pile quand mon mari partait, histoire de me sermonner sur l'honneur familial. Toujours le même refrain. Honore Gérald. Ne fais pas de peine à ta mère. Arrête d'être aussi égoïste. Le point de non-retour, c'est arrivé au rendez-vous du 8e mois. En entrant dans la salle d'attente, j'ai eu l'impression de prendre un coup dans le ventre. Mon grand-père Gérald était là, flanqué de mes parents. Ma mère rayonnait. On s'est dit que Gérald devait entendre les battements de cœur de son arrière-petit-fils. Quand il a tendu ses mains vers mon ventre, j'ai senti quelque chose se briser. Il s'appelle Lucas, ai-je annoncé d'une voix forte. Le bébé s'appelle Lucas. Jamais il ne portera le nom de Gérald. Jamais. Un silence glacial a envahi la pièce. Ma mère s'est levée, m'a fixé dans les yeux et a lâché « Dans ce cas, tu n'es plus notre fille ». Ils sont partis, sans un mot de plus. Ce soir-là, j'ai découvert que je n'avais plus accès au forfait familial. Plus de téléphone, plus de messages. Tous les membres de la famille m'avaient rebloqué. Même le groupe de famille affichait « Vous avez été retiré ». Fini les invitations. Plus d'aide, plus rien. J'étais totalement coupée. Le pire est arrivé 3 jours plus tard. À la caisse de Bye Bye Baby, au moment de payer le siège auto, ma carte a été refusée. Le compte commun avec mes parents, vidé et fermé, sans avertissement. En rejoignant ma voiture, je me suis effondrée, submergée par une tristesse que je n'aurais jamais cru possible. La solitude me faisait si mal que, dans un moment de désespoir, j'ai appelé ma belle-mère, la mère de l'homme qui m'avait laissé tomber. J'arrivais à peine à parler tant je pleurais, mais 45 minutes après lui avoir envoyé ma localisation, elle était là, sur le parking. Je me suis glissée côté passager, et elle m'a emmenée chez elle, sans poser la moindre question. Dès que j'ai franchi sa porte, j'ai eu encore plus mal, parce qu'elle m'a prise dans ses bras et m'a accueillie avec une chaleur que je n'avais jamais connue. Je me suis effondrée, réalisant à quel point mes propres parents étaient cruels. Je lui ai tout raconté, et elle semblait bouleversée, me demandant de lui répéter chaque détail. J'ai donc repris tout le déroulé de la matinée, et son sourire s'est effacé, laissant la place à une colère noire. « Mais quels enfoirés !» marmonnait-elle sans arrêt. Puis elle a reposé sa tasse de thé et m'a montré quelque chose qui m'a glacée. « Ta mère m'appelle depuis des semaines », a-t-elle murmuré, la voix tremblante, avant de me faire écouter ses messages vocaux. J'ai reconnu la voix de ma mère, calme et faussement inquiète, expliquant que je faisais une psychose prénatale, que j'avais arrêté un traitement vital. Dans le dernier message, elle demandait à Patricia, ma tante, de venir l'aider à recueillir des preuves, au cas où il devrait intervenir. Et là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'un prénom. C'était une question de contrôle. Il préparait le terrain pour s'emparer de mon fils, comme Gérald m'avait volé mon enfance. Ils montent un dossier, ai-je murmuré. Patricia a hoché la tête. Grave. Tu as des preuves de ce qu'ils t'ont fait subir? Oui, j'en avais. Et je savais qu'ils allaient regretter leur cruauté, parce que si l'amour maternel n'a jamais été inconditionnel chez nous, la fureur d'une mère prête à défendre son enfant, ça, jamais ils ne l'avaient affronté. J'ai passé les 3 heures suivantes à tout montrer à Patricia, les mains tremblantes en ouvrant chaque dossier de mon téléphone. 3 ans d'enregistrement, sur les conseils de ma thérapeute, après des crises de manipulation particulièrement violentes, des messages vocaux où ma mère hurlait dessus parce que je l'avais humiliée à l'église, des textos de mon père qui me traitait d'ingrate, d'égoïste, des vidéos prises en douce lors des repas de famille où il me ridiculisait jusqu'aux larmes. Patricia n'en revenait pas, prenait des notes d'une écriture serrée, triant tout par date. Quand je lui ai fait écouter l'enregistrement de l'annonce de ma grossesse, elle a eu un haut le cœur. La voix ivre de ma mère résonnait, implacable. Tu te souviens de ce qu'on a fait à cousine Rebecca quand elle n'a pas laissé tonton Harold l'accompagner à l'hôtel? Plus personne ne lui parle. Ou tu veux finir comme tante Dorothy? Même ses propres enfants font comme si elle n'existait pas. J'avais oublié à quel point sa voix pouvait être glaciale, et ce sourire qu'elle affichait en me disant ça de l'autre côté de la table. Mon père, lui, hochait la tête tout en découpant son steak, comme si menacer la famille était la chose la plus banale au monde lors d'un dîner. Patricia m'a aidé à rassembler tous les pires exemples dans un seul dossier. On y a passé la soirée, à tout classer dans l'ordre chronologique jusqu'à minuit. J'avais affreusement mal au dos à force de rester assise, mais impossible de m'arrêter. Chaque enregistrement me mettait encore plus en colère. Comment avais-je pu trouver ça normal tout ce temps? Celui-là,
a soufflé Patricia en désignant un vieux message vocal. C'est une preuve flagrante de maltraitance émotionnelle sur la durée. On y entendait ma mère m'expliquer que je ne valais rien parce que j'avais raté le dîner d'anniversaire de Gérald. J'étais pourtant à l'hôpital, intoxication alimentaire, mais ça ne comptait pas pour elle. Selon elle, j'inventais tout, juste pour blesser Gérald. À 2h du matin, tout était trié. 53 enregistrements, plus de 200 captures d'écran, des années d'abus rangés et sauvegardés. Patricia a même fait des copies sur 3 clés USB différentes. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça? M'a-t-elle demandé. Je repensais à tous ceux de la famille qui m'avaient jugé, aux cousins qui me traitaient d'égoïste, aux tantes qui prenaient ma défense à mon travail, tous persuadés d'avoir la vérité, tous convaincus par la version de mes parents. Je vais montrer à tout le monde qui ils sont vraiment, ai-je répondu. Patricia a hoché la tête, un brin soucieuse. Sois prudente, ils essaient déjà de monter un dossier contre toi. Je savais qu'elle avait raison, mais à ce stade, la colère l'emportait sur tout le reste. J'ai passé l'heure suivante à monter une vidéo avec les pires passages, en ajoutant des sous-titres pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Quand j'ai eu fini, le jour se levait et la vidéo durait 52 minutes. Je l'ai postée sur Facebook à 6h, en identifiant toute la famille, les amis de l'église qui m'avaient sermonné sur le respect des parents, même les voisins qui trouvaient ma mère si charmante. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et tenté de dormir. La première contraction a débarqué à 5h le lendemain. J'ai cru que quelqu'un me broyait le ventre dans un étau. Je dormais dans la chambre d'amis de Patricia, et la douleur m'a réveillée nette. Ce n'est sûrement que des contractions de Braxton X, me suis-je rassurée. Mais 10 minutes après, une autre, puis encore à 8 minutes, puis 6. J'ai frappé chez Patricia. Elle n'a eu qu'à me voir pour attraper ses clés. Hôpital. Immédiatement. Le trajet s'est passé dans un brouillard de contractions et de feux rouges grillés, Patricia n'arrêtant pas de me parler pour tenter de me rassurer, mais je n'arrivais plus à suivre. Je ne pensais plus qu'à une chose. J'allais enfin rencontrer mon fils. Lucas arrivait. À l'hôpital, on m'a aussitôt prise en charge. Les contractions s'enchaînaient toutes les 3 minutes, de plus en plus violentes. Patricia est restée avec moi, me tenant la main en l'absence de mon mari, coincé au boulot. Elle me donnait des glaçons, m'encourageait à respirer. 14 heures, c'est ce qu'il a fallu. 14 heures de souffrance qui m'ont fait comprendre pourquoi on appelle ça le travail. Et puis, soudain, Lucas était là. Parfait, hurlant, à moi. L'infirmière l'a posé sur ma poitrine et tout le reste s'est effacé. Ses petits doigts se sont refermés sur les miens et j'ai oublié mes parents, la vidéo, tout. Sauf ce petit être parfait que je venais de créer. Il est magnifique, a murmuré Patricia, en larmes. J'étais vidée, mais incapable de détourner les yeux de mon fils. Il avait mon nez, le menton de son père. Quand il a ouvert les yeux, ils étaient alors bruns comme les miens, à 1000 lieues du bleu glacial de Gérald. Mais cette paix n'a duré qu'1 jour. J'essayais encore de reprendre mes esprits, d'apprendre à allaiter, quand Sarah, mon infirmière, est entrée, gênée. On a reçu des coups de fil, m'a-t-elle dit. Des gens qui assurent être des contacts d'urgence, mais ils ne sont sur aucun de vos formulaires. Un vrai coup dans le ventre. Mes parents, elle a acquiescé. Ils ont appelé 6 fois rien que cette dernière heure. Ils veulent des renseignements sur vous et le bébé. On n'a rien dit à cause du secret médical, mais je voulais que vous soyez au courant. Patricia a eu un regard dur. Ils passent à l'attaque. J'allais répondre quand on a frappé. Une femme en tailleur, un clipboard à la main, a fait son entrée. Tout en elle respirait l'administration. Je suis Jeannette, des services de protection de l'enfance, a-t-elle annoncé. Nous avons reçu plusieurs signalements inquiétants sur votre état mental. Nous devons procéder à une évaluation. J'ai senti la glace se répandre dans mes veines. Ils l'avaient fait. Ils avaient appelé les services alors que je saignais encore de l'accouchement. Lucas s'est mis à pleurer et je l'ai raccroché tout contre moi. Je voudrais voir une pièce d'identité, a lancé Patricia en se plaçant devant nous. Jeannette a sorti badge et papier. Tout était en règle. Plusieurs signalements faisaient état d'inquiétude sur ma santé mentale, ma capacité à m'occuper du bébé. On parlait de psychose prénatale, de refus de traitement, de délire paranoïaque concernant la famille. C'est du grand n'importe quoi, ai-je répliqué. J'ai accouché hier. Je comprends que ce soit un moment difficile, a répondu Jeannette. Mais dès que nous recevons un signalement, nous devons enquêter. Il me faudrait juste vous poser quelques questions. Patricia a aussitôt sorti son téléphone. J'appelle Linda. Ne dis rien tant qu'elle n'est pas là. Linda, c'était une amie de Patricia du club de lecture, aussi avocate spécialisée en droit de la famille. Elle a débarqué 20 minutes plus tard, furieuse, manifestement après avoir vu ma vidéo qui avait fait le tour du web dans la nuit. Tu ne réponds à rien sans moi, m'a-t-elle dit. Puis, à Jeannette, ma cliente vient d'accoucher. Elle récupère. Toute question posée doit tenir compte de son état. Jeannette a commencé par les basiques. Est-ce que je prenais des médicaments, des antécédents psychiatriques, un suivi thérapeutique? J'ai répondu franchement, pas de traitement, aucun diagnostic à part de l'anxiété. Et oui, je vois un thérapeute depuis des années pour surmonter des traumatismes d'enfance. On a reçu des signalements comme quoi vous auriez formulé des accusations contre des membres de votre famille, dit Jeannette avec précaution. Ce ne sont pas des accusations si c'est la vérité, ai-je répliqué d'un ton sec. Linda a alors sorti son téléphone. Vous avez vu cette vidéo? Elle a déjà 50 000 vues, et il y a des centaines de commentaires d'autres membres de la famille qui confirment les faits. Jeannette a regardé quelques minutes du montage, son visage se refermant au fil des images. C'est une compilation vraiment détaillée, a-t-elle fini par dire. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte brutalement. Mes parents ont débarqué, accompagnés d'un type en costume hors de prix, visiblement leur avocat. Le regard de ma mère s'est aussitôt posé sur Lucas, blotti contre moi. Nous sommes venus protéger notre petit-fils, a-t-elle lancé, sûre d'elle. Vous devez sortir, a réagi instantanément Linda. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. Nous avons des droits, a insisté mon père, dont le visage semblait avoir pris 10 ans en quelques jours. C'est notre petit-fils après tout. L'avocat s'est avancé, sortant un épais dossier. Nous déposons une requête en garde d'urgence, étant donné les troubles psychiatriques avérés de la mère. Il a feuilleté ses papiers. Nous avons rassemblé des preuves de délire, de refus de traitement, de comportement dangereux pour l'enfant.
De quel médicament parlez-vous? Ai-je demandé, incrédule. Je n'ai jamais eu d'ordonnance pour quoi que ce soit de psychiatrique. Ma mère m'a lancé un sourire glacé. Le docteur Morrison t'a prescrit un régulateur d'humeur quand tu avais 16 ans. Tu as refusé de le prendre. Ne fais pas semblant. Ni. Le docteur Morrison, c'était votre copain de l'église. Il m'a vu 10 minutes à tout casser. Ai-je rétorqué. Il n'était même pas psychiatre. Leur avocat sortait d'autres documents, des comptes rendus de séances de thérapie auxquelles je n'ai jamais assisté, des prescriptions de médicaments dont j'ignorais l'existence. Ils avaient monté de toutes pièces un dossier médical. Tout ceci est bidon, a conclu Linda en jetant un œil au papier. Regardez les dates. Elle aurait eu 12 ans ici. Et là, Catherine est entrée dans la chambre. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle m'a regardée, les yeux humides, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle venait m'apporter son soutien. Je suis très inquiète pour le bébé, a-t-elle dit, et mon espoir s'est envolé. J'ai vu des choses vraiment alarmantes. Elle n'est pas en état de s'occuper d'un nouveau-né. Catherine, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je demandé, désemparée. Elle fuyait mon regard. Je fais juste ce qui est juste. Tu te souviens du mois dernier quand tu as perdu pied au déjeuner? Tu parlais de gens qui te conspiraient contre toi. On ne s'est pas vu le mois dernier, ai-je répondu froidement. Tu as encore annulé à la dernière minute. Soudain, Patricia a sorti son téléphone. C'est marrant ça, Catherine. Et elle a lancé une appli d'enregistrement. Je ne savais même pas qu'elle sauvegardait nos conversations, mais la preuve était là, implacable. La voix de Catherine. Salut Patricia, c'est Catherine. Écoute, je suis vraiment désolée, mais maman et papa m'ont promis de rembourser mes cartes de crédit si je les aide à récupérer la garde. J'ai trop de dettes. J'ai besoin de cet argent. Je sais que c'est mal, mais je n'en peux plus. Ils m'ont juste demandé de dire qu'elle n'est pas stable. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Catherine a blêmi. L'avocat de mes parents a recommencé à tripoter ses papiers, embarrassée. Jeannette, l'assistante sociale, nous observait les sourcils levés. Tu as enregistré ça? A balbutié Catherine. J'enregistre tout maintenant, a répondu Patricia, impassible. C'est ta sœur qui m'a donné l'idée. Mon père s'est approché de mon lit, furieux. Ça suffit cette mascarade. Rends-moi mon petit-fils. Sécurité! A crié Linda. Mon père a vraiment tenté d'arracher Lucas de mes bras, j'ai hurlé et je me suis recroquevillée pour le protéger. 2 agents de sécurité ont débarqué, maîtrisant mon père de justesse. Ne touchez pas à mon bébé, ai-je crié. Ce n'est pas ton bébé, a hurlé mon père qu'on emmenait déjà. T'es une mère indigne, on le prouvera. Ma mère a suivi, mais pas sans lancer à Janet. Vérifiez son passé, fouillez partout, vous verrez qu'on dit la vérité. Une fois la tempête passée, la pièce semblait étrangement silencieuse. Lucas pleurait, et moi je tremblais de tous mes membres. Janet s'est laissée tomber sur la chaise des visiteurs, poussant un long soupir. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, a-t-elle dit. J'en ai vu des familles dysfonctionnelles, mais là, elle a jeté un regard sur les papiers éparpillés. On atteint un autre niveau. Linda a commencé à rassembler toutes les preuves. Regardez ces prétendus dossiers médicaux. C'est du pipeau. L'hôpital n'avait même pas d'unité psy en 2009. Et la signature? Ce médecin est mort en 2007. Janet a examiné de plus près. Vous avez raison. Tout est faux. Je peux vous montrer quelque chose? Ai-je proposé. J'ai lancé une vidéo sur mon téléphone, vieille de 2 ans. On y voyait ma mère souffler à Catherine ce qu'elle devait raconter sur moi. Dis-leur qu'elle a toujours été instable. Parle du jour de Noël où elle a pleuré. Fais-en des caisses. Catherine s'est effondrée sur une chaise. Je ne savais pas qu'ils m'enregistraient aussi. Ce n'était pas eux, c'était moi. Je documente tout depuis des années, ai-je expliqué. Janet notait chaque élément, visionnait les extraits vidéo, lisait les faux documents, écoutait les enregistrements de Patricia. Quand elle a eu fini, la nuit était déjà tombée. Je vais rédiger un rapport, a-t-elle finalement déclaré. Mais pas du tout dans le sens que vos parents espéraient. Porter de fausses accusations devant la protection de l'enfance, c'est grave. Falsifier des documents médicaux aussi. Et essayer d'obtenir la garde d'un enfant sur de fausses bases, c'est encore plus grave. Alors Lucas ne risque rien? Ai-je demandé en le serrant contre moi. Votre fils est parfaitement en sécurité avec vous, m'a assuré Janet. Mais je vous conseille de demander une ordonnance de protection d'urgence. Vos parents sont prêts à tout. Linda a hoché la tête. Je m'occupe de ça ce soir. On commence par l'urgence, on la fera prolonger ensuite. Les 3 jours qui ont suivi, tout s'est enchaîné. Linda a fait le nécessaire pour obtenir des ordonnances de protection contre mes parents, Catherine et même Gérald. L'hôpital a mis des alertes sur ma chambre. Personne ne pouvait entrer sans figurer sur ma liste. Mais ma famille n'abandonnait pas. D'autres proches ont commencé à prendre parti, certains se sont même pointés à l'hôpital. Ma tante Rebecca a fait 6 heures de route pour me voir. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Mes parents avaient raconté à tout le monde qu'elle était folle. J'ai vu ta vidéo, m'a-t-elle dit en me prenant la main. Maintenant tout s'explique. Ils m'ont fait subir exactement la même chose. Elle m'a alors raconté son mariage, il y a 20 ans. Comment elle avait refusé que Harold l'accompagne à l'hôtel parce qu'il s'était mal comporté avec elle à l'adolescence. Mes parents, eux, avaient lancé la rumeur qu'elle entretenait une liaison avec son patron et inventé toutes sortes d'histoires sur sa prétendue instabilité. Elle avait perdu son travail, et la majorité de la famille lui avait tourné le dos. J'ai aussi des enregistrements, a-t-elle poursuivi. J'ai commencé à tout garder après avoir perdu mon emploi. Ta mère qui reconnaît avoir inventé l'histoire de la liaison, ton père qui se moque de la leçon qu'il m'aurait donnée. L'oncle Harold est venu le lendemain, répétant que j'avais toujours été trop émotive. Mais dès que Linda lui a posé des questions précises, il s'est embrouillé. Bon, je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit, mais ses parents m'ont dit qu'elle avait des problèmes. Donc vous colportez des ragots? A demandé Linda. Ce ne sont pas des ragots quand ça vient de la famille, a-t-il répliqué, même si lui aussi semblait douter. D'autres membres de la famille ont fini par se manifester. Ma cousine Jennifer a admis que mes parents l'avaient menacée de la renier si elle ne me harcelait pas au sujet du prénom. Ma tante Carole, elle, a révélé qu'il préparait tout ça depuis des mois.
Depuis qu'ils ont appris que j'étais enceinte, ils organisaient carrément des réunions pour décider comment obtenir la garde. Chacun avait son rôle. Je m'en veux tellement d'y avoir participé. Le coup de grâce est tombé quand mes parents ont commis l'irréparable. Ils ont fourni au tribunal de faux dossiers médicaux pour appuyer leur demande de garde d'urgence. Selon ces documents, on m'aurait diagnostiqué un trouble bipolaire à l'âge de 12 ans et je refuserais tout traitement depuis. Linda a tout de suite repéré l'anomalie. C'est impossible. Cet hôpital n'avait même pas de service psychiatrique pour enfants. Et à ces dates-là, elle était en colonie de vacances. C'est écrit dans ses dossiers scolaires. Le parquet s'en est mêlé. Falsifier des dossiers médicaux, c'est grave. Les utiliser dans une affaire de garde d'enfants, c'est encore pire. Mes parents étaient passés du drame familial à la délinquance. Leur avocat, découvrant qu'il lui avait menti, les a immédiatement laissés tomber et a demandé à se retirer de l'affaire pour raisons éthiques. Aucun autre avocat du coin n'a voulu les défendre après que l'affaire des faux papiers s'est ébruitée. Lors de l'audience d'urgence sur les ordonnances de protection, la juge a tout examiné. La vidéo, les documents falsifiés, les témoignages de Patricia, Rebecca et de 3 autres membres de la famille qui s'étaient manifestés, ainsi que le rapport de Janet démontrant que les signalements à la protection de l'enfance étaient bidons. Mes parents ont tenté de se défendre seuls, sans surprise pour le résultat. Ma mère s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle voulait uniquement protéger son petit-fils. Mon père, lui, s'est emporté au sujet de ses prétendus droits de grand-père, mais aucun des deux n'a su expliquer la présence de ces dossiers médicaux truqués. J'en ai vu des conflits familiaux, a déclaré la juge, mais le degré de manipulation et de tromperie auquel on assiste ici est hors norme. Les preuves montrent clairement un schéma d'abus, de harcèlement et désormais de comportement criminel. Elle a délivré des ordonnances de protection permanente contre mes parents, Catherine et Gérald, leur interdisant d'approcher Lucas ou moi à moins de 150 mètres, sous peine d'arrestation immédiate au moindre contact. Elle leur a également ordonné de prendre en charge l'intégralité de mes frais d'avocat et a transmis le dossier au parquet pour des poursuites pénales. Vous avez harcelé votre fille de façon systématique, tenté de lui enlever son enfant et commis des actes de fraude dans ce contexte, a lancé la juge à mes parents. Ce tribunal ne tolérera pas de tels comportements. 6 mois plus tard, ils ont été jugés pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. J'ai dû témoigner, ce qui a été plus difficile que prévu. Assise dans cette salle d'audience face à ceux qui étaient censés m'aimer, je n'ai ressenti que de la tristesse. Ils ont été déclarés coupables sur tous les chefs d'accusation. Condamnés à 2 ans de mise à l'épreuve avec obligation de suivre une thérapie, à payer des amendes et interdiction formelle d'effectuer le moindre signalement me concernant, quel que soit l'organisme.